selon toi, à partir de simples cailloux et de bouts de bois, comment est-ce qu'on est réellement passé de ce monde-là à celui dans lequel on vit aujourd'hui? Pour beaucoup d'entre nous, c'est grâce à Dieu. Pour d'autres, grâce au hasard, au temps ou encore à l'évolution de notre espèce. Mais il y a une réponse qui peut rejoindre toutes les autres et qui revient presque tout le temps. La science. Seulement, et si ce n'était pas tout à fait le cas? Car au premier abord, tout paraît logique. Elle nous a permis de comprendre le monde, de survivre plus longtemps et surtout de nous divertir. Et pourtant, il existe un animé qui parle justement du début à la fin de la science. Et dans cette œuvre, toute la technologie disparaît. Ainsi, elle devient la seule chose sur laquelle l'humanité peut encore compter. Comme vous l'aurez compris, cet animé, c'est Dr Stone. Seulement, plus on avance, plus une question s'impose. Est-ce que Senku reconstruit vraiment le monde grâce à la science, ou est-ce que la science n'est qu'un outil utilisé par quelque chose de bien plus important? Si vous n'avez pas la réponse à ça, alors laissez-moi vous reposer la question. Comment est-ce qu'on est réellement passé d'un monde où il n'y avait absolument rien à celui dans lequel nous sommes actuellement? その日、世界中の人間はすべて石になった。 Avant même de répondre à cette question et de comprendre comment est-ce que Dr Stone va nous y mener, il est important de parler de son protagoniste. Parce qu'à première vue, Senku n'a rien d'un héros classique. Il ne cherche pas à être fort ni à être admiré. Non, ce qu'il définit vraiment, c'est autre chose. L'obsession. Là où certains voient un arbre, lui voit une matière première. Là où d'autres voient un phénomène inexplicable, lui voit une question qui attend une réponse. Mais surtout les gars, Senku il se contente jamais de savoir. Il veut comprendre. Comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça échoue, ou encore comment ça pourrait marcher autrement. En gros, la science chez Senku c'est pas un moyen de dominer, c'est une promesse. La promesse que tout a une logique, même le chaos, même l'injustice, même l'effondrement. Mais ce qui distingue vraiment Senku de tous les autres, et qui d'ailleurs aura une grande importance dans notre histoire, c'est pas son incroyable intelligence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, ce qui fait la différence avec Senku, c'est sa relation à l'échec à un si jeune âge. En gros, là où d'autres s'arrêtent, lui recommence. Et là où d'autres abandonnent, lui ajuste. Et ce, pas parce qu'il est sûr de réussir, mais parce qu'il accepte tout simplement l'idée d'échouer. Comme vous l'aurez compris, avant même que le monde s'effondre, Senku possédait déjà quelque chose que la science seule ne peut pas créer. Une discipline mentale, une curiosité qui ne s'éteint pas, et surtout cette capacité rare, continuer même quand rien ne garantit que ça fonctionnera. Alors oui, tout ça aurait déjà suffi à faire de Senku quelqu'un d'à part. Quelqu'un capable de vivre une vie hors norme, de créer, d'inventer, de comprendre ce que d'autres n'oseraient même pas expliquer. Mais tout ça, c'était si ce fameux jour ne serait jamais arrivé. Lorsque l'on suit Taiju, le meilleur ami de notre protagoniste après sa dépétrification, on se pose naturellement plusieurs questions. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il va survivre dans un monde pareil? Ou encore, par où commencer quand absolument tout a disparu? Et lorsque Taiju part à la recherche de celle qu'il a toujours aimée et qui l'a aidé à tenir bon, c'est là que tout bascule. Parce qu'au moment où Taiju la retrouve, quelqu'un d'autre apparaît. Et à cet instant précis, on apprend quelque chose de fondamental. Taiju n'est pas le premier humain à s'être réveillé. En effet, Senku s'est réveillé 6 mois plus tôt, 6 mois pendant lesquels il était seul, dans un monde figé, sans aide et sans certitude. Et là, peut-être que pas tout le monde a pensé à cette question, mais il y en a une fondamentale qui se pose. Pourquoi, parmi des milliards d'êtres humains, c'est Senku Ishigami qui s'est réveillé en premier? Et une autre tout aussi importante suit directement. Comment est-ce qu'il a fait pour survivre seul dans un monde où absolument tout avait disparu? Alors, pour répondre à la première question, il faut savoir que... 1, 2, 3, 4, 5. Pendant toutes ces années de pétrification, alors que le monde entier était figé, Senku n'a jamais cessé de compter chaque seconde qui passait encore et encore. Et ainsi, pendant 3700 ans de pétrification, il est resté éveillé. Et à force de garder son esprit actif, son corps a accumulé juste assez d'énergie pour fragiliser la pierre autour de lui. Alors, lorsqu'une seule goutte d'acide nitrique est tombée sur sa pierre... Et c'est là
que la formule d'Einstein, E est égal mc au carré qui s'est écrite sur lui, prend tout son sens. Parce que même quand un corps ne bouge plus, il contient toujours de l'énergie. Et pendant toutes ces années, cette énergie ne s'est pas dissipée. Elle s'est accumulée jusqu'à exploser au contact d'un simple élément naturel extérieur. Mais ça répond pas à la deuxième question. Comment a-t-il fait pour survivre 6 mois, tout seul dans cet immense monde vide, alors que Senku, comme on le sait, c'est quelqu'un qui a une constitution plutôt fragile? Et bah la réponse, cette fois-ci, elle est très simple et claire. S'il a tenu aussi longtemps après sa dépétrification, c'est grâce encore une fois à son incroyable mental et à tout ce qu'il a appris à la sueur de son front. Grâce à eux, il a pu faire du feu, se nourrir, se protéger et survivre seul dans un monde où absolument tout avait disparu. En d'autres termes, c'est parce que même si le monde a évolué, les règles de la nature, elles, n'ont jamais changé. Et grâce aux connaissances qu'il avait accumulées avant même d'en avoir besoin, il a su s'adapter, en les utilisant à son avantage, même quand rien ne garantissait que ça marcherait. Et peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais tout ça, ça nous montre quelque chose d'essentiel pour répondre à notre problématique. Car peut-être que si l'humanité est passée de presque rien à un monde comme le nôtre, c'est parce que génération après génération, des gens ont appris, essayé, échoué, recommencé, tout ça sans récompense immédiate dans le but d'atteindre un certain objectif. 宇宙飛行士。おお、いい夢ですね。では大人になったら。いや、今すぐ速攻で行く。 Et petit aparté, tout ça, ça ne fonctionne pas qu'avec la science. En effet, tout comme Senku qui rêve d'aller sur la Lune, beaucoup d'entre nous ont sûrement une passion qui a créé ensuite un objectif. Et parfois, pour l'atteindre, il va falloir passer par des chemins plus ou moins longs, dont celui qui est sûrement le plus compliqué, celui de l'apprentissage. Comme Senku, avec ses nombreux tests qui ont inlassablement fini sur des échecs, souvent, ce chemin qui peut être l'école, l'autodidacte en ligne ou quoi que ce soit d'autre est le plus compliqué. Car les efforts sont là, mais la récompense, elle, est très peu visible, voire parfois inexistante. Seulement, c'est justement dans ce moment-là que tout se joue. Quand les efforts s'enchaînent, que les tests échouent et que rien ne semble vraiment avancer, ce qu'on apprend ne disparaît pas. Ça s'accumule lentement, silencieusement, jusqu'au jour où ça devient indispensable. Et parfois même au moment précis où on s'y attendait absolument pas. Cancer du poumon, inopérable. Comme lors de la pétrification, quand tout ce que Senku avait appris sans urgence est devenu la seule chose qui lui a permis d'avancer. Et tout ce que je viens de vous dire les gars, vous avez peut-être pas fait encore le lien avec la problématique, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez absolument tout un peu plus tard dans la vidéo. Mais bref, si Senku nous montre une chose essentielle, c'est que lorsqu'on a un objectif, il faut parfois accepter des chemins longs, compliqués, remplis d'échecs et surtout ne jamais abandonner. Parce que même quand tout semble inutile sur le moment, tout ce qu'on construit peut finir par servir parfois bien plus tard, au moment exact où on s'attendait le moins. Mais Dr Stone ne s'arrête pas qu'à là. En effet, tout ce qu'on vient de dire n'est qu'une partie de l'immense réponse qu'on aura pour répondre à notre problématique. Et d'ailleurs, dans Dr Stone, il existe un autre personnage que tout le monde aime, dont tout le monde sent l'importance, sans forcément comprendre pourquoi est-ce qu'il est vraiment indispensable. Un personnage qui n'a ni le savoir de Senku, ni ses objectifs démesurés, mais qui joue pourtant un rôle absolument clé dans l'histoire. Oh, ビビってんじゃねえぞ、銀狼。よあ、俺はクロム。やべえほど頭の切れる天才妖術使いだ。 Pour comprendre pourquoi ce personnage est si important, il faut revenir à une scène très précise. Une scène que ceux qui ont vu l'anime se rappelleront forcément et que ceux qui ont continué l'histoire verront autrement. Parce qu'à cet instant précis, sans que personne le sache, tout était déjà là. Lorsque Senku arrive dans ce village primitif, il fait la rencontre d'habitants qui n'ont jamais été pétrifiés et qui donc ont toujours vécu dans ce monde de pierre. Et parmi eux se trouve Chrome. À ce moment-là, Chrome ne cherche pas à comprendre ce que Senku fait. Il se présente juste comme étant le meilleur sorcier du village et c'est précisément là que Senku répond d'un ton désintéressé. はあ、妖術使いね。俺は先駆、科学使いだ。 Une phrase simple, presque froide, et pourtant, tout change à cet instant précis. Parce que pour la première fois, deux manières de voir le monde se font face. La magie contre la compréhension. Car je le rappelle, Chrome fait fonctionner des choses, mais il les appelle sorcellerie. Alors que Senku fait exactement les mêmes choses et les considère comme étant de la science. Et naturellement, sans même s'en rendre compte, notre regard se place du côté de celui qui comprend ce qu'il fait. Et donc à cet instant précis, Chrome donne l'impression d'être en retard. Non pas parce qu'il échoue, mais parce qu'il ne sait pas encore nommer ce qu'il fait. Et cette impression, elle est volontaire, parce que ici, Dr Stone nous pousse exactement là où il veut nous amener. C'est-à-dire à croire que le progrès commence avec la compréhension. À cet instant précis, Chrome n'a rien d'exceptionnel. Il n'a ni livre, ni formule, ni certitude, il ne sait même pas expliquer ce qu'il fait, et pourtant, c'est justement à partir de cette position-là que quelque chose d'essentiel va émerger. Car lorsqu'ils vont faire une bataille de sorcellerie, il va se passer ça. 見とけ、俺のやべえ妖術、レインボーブリッジ。急に炎が急になんで
Ici, Chrome vient de faire quelque chose qui marche vraiment, tout en appelant ça encore une fois de la sorcellerie. Mais Senku voit tout de suite que c'est simplement une réaction chimique. 何がレインボーブリッジだ。塩、銅、硫黄の順でぶち込んだだけだろうが。 Et paradoxalement, ce qu'on pourrait croire, c'est exactement là que Chrome devient intéressant. Parce que certes, il ne sait pas ce qu'il fait scientifiquement, mais il l'a quand même trouvé. Et pour ça, il a dû tester, recommencer, afin de tomber sur quelque chose de réel. Et c'est pas un hasard, parce que plus tard dans l'histoire, Chrome fera exactement la même chose quand il construira une roue à aube. Il a juste remarqué que le mouvement de l'eau peut faire tourner quelque chose, et sans vraiment comprendre ce que c'est, il a réussi à créer ce qui servira à produire de l'électricité. マンパワーをぶっちぎる動力の時代だ。 Là encore, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne parle pas d'électricité ni de réaction physique, il sait juste qu'en faisant ça, il se passe quelque chose. Alors lorsque Senku répond 硫黄のボールか。さっき火にもぶち込んでた硫黄を土器に詰めて火で溶かす。冷めて固まったら外側を割って完成か。 encore une fois, on comprend immédiatement la différence entre les deux. Senku met des mots là où Chrome, lui, n'en a pas. Mais pour ceux qui ont continué l'histoire, ce moment prend une autre dimension. Parce que, encore une fois, ce fonctionnement, Chrome va le répéter quand, juste à l'aide d'un radar, il va créer un détecteur de fer. Et ainsi, trouver un gisement de ce minerai si précieux. 鉄鉱石の交渉だ。 Et sans comprendre la mécanique exacte, il va aussi concevoir un dispositif rotatif capable de creuser la roche. Ou autrement dit, une sorte de foreuse primitive qui permettra de créer un tunnel là où personne n'aurait pensé que c'était possible. Et c'est là que tout prend sens. Si Chrome arrive à faire tout ça, ce n'est pas parce qu'il comprend mieux que les autres, mais parce qu'il n'a pas de pensée limitante. En effet, Chrome ne se demande jamais si quelque chose est possible ou non. Il ne connaît pas les règles et il n'a donc aucune limite. Alors il teste, il mélange, il recommence et finit par créer des exploits. Pour faire simple, Chrome n'avance pas avec la question « est-ce que c'est possible ?», il avance avec une question beaucoup plus dangereuse « et si on essayait ?» Et c'est exactement la cause de tout ça qui nous mène à cette scène-là. 見やがれつかさ。てめえが俺を殺そうが誰を殺そうが科学をリセットしようがな。ツルピカザルは何でも試すバカが必ずまた起こすんだ。科学文明をよ。 Cette phrase, elle nous donne encore un élément essentiel à notre problématique, car elle n'explique pas que la science est immortelle ou quoi que ce soit d'autre du genre. Elle explique l'importance de la curiosité dans la science. Cette pulsion presque stupide qui pousse quelqu'un à essayer sans savoir, à tester sans comprendre, à faire des expériences juste pour voir ce qui se passe. Et du coup, tout ce qu'on a pu voir jusque-là prend sens. Senku incarne le savoir accumulé, ce que l'humanité a compris, structuré, mémorisé. Chrome, lui, incarne ce qui a rendu ce savoir possible. Et du coup, pas la science, mais l'envie de découvrir toujours plus. Et ainsi, Dr Stone nous montre alors quelque chose de très simple. La science n'est pas seulement faite de ce que l'on sait, elle est faite de cette curiosité-là, et cette curiosité, elle existera toujours. Seulement, si Chrome nous a montré que la curiosité pouvait faire naître des découvertes incroyables, pour les plus futés d'entre vous, vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si des personnalités comme Senku et Chrome étaient suffisantes pour construire une civilisation, pourquoi, à chaque instant critique, ce ne sont jamais eux qui font la différence? Cette question-là, elle nous fait comprendre une chose. Il y a quelque chose dans la science qui est bien plus important que l'intelligence et la curiosité. Et pour comprendre quelle est cette chose, on va parler d'un personnage dont je suis sûr qu'absolument personne d'entre vous ne savait que j'allais en parler dans cette vidéo. Et ce personnage, c'est Magma. C'est tout l'inverse de Senku. Il n'aime pas la science, non pas par idéologie, mais parce qu'il est né dans un monde brutal où survivre passe avant tout par la force, l'instinct et la capacité à imposer sa volonté aux autres. Et donc dans cet environnement-là, comprendre n'a jamais été une priorité. Ce qui compte, c'est dominer, devenir celui que les autres craignent. Diriger le village, s'imposer par la puissance, maintenir un ordre simple, fondé sur une seule règle, la loi du plus fort. Alors forcément, face à Senku, et à son monde d'idées, d'inventions et de coopération, Magma ne voit pas une solution. Au contraire, il voit une menace directe, car pour lui, c'est un système qui pourrait lui retirer ce qui a toujours fait sa valeur, sa force. C'est pour ça qu'il méprise la science, et qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à tenter de tuer notre protagoniste, même s'il s'est trompé de personne. Mais du coup, de notre point de vue en tant que spectateur, Magma devient vite un personnage facile à classer. Il est brutal, borné et surtout oubliable. En gros, c'est exactement le genre de personnage qu'on met de côté, parce qu'il n'a en apparence rien à apporter à une histoire centrée sur le progrès. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que j'ai dit que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il joue un rôle important. Et pourtant, quand Senku et Chrome doivent se rendre dans cette grotte pour aller récupérer des minerais essentiels, ils font ce choix qui surprend tout le monde. Magma! No! くそ
ソほど家庭怪獣石取るにはバカ力がいる。仲良し探検隊トリオで潜りに行こうじゃねえか。À ce moment-là, rien ne justifie vraiment cette décision. Magma les déteste. Il a déjà essayé de tuer Senku. Il ne partage ni leurs valeurs, ni leur vision du monde. Et surtout, personne ne lui fait confiance. Naturellement, en tant que spectateur, on sent que quelque chose ne va pas. On se dit que c'est une erreur. Qu'amener Magma dans un endroit aussi dangereux et isolé ne peut mener qu'à un désastre. Seulement, c'est à ce moment-là que l'on va comprendre pourquoi ce personnage est si important. こんなもんロープやはしごで無理やり登ったら速攻崩れて生き埋めに。Ici, les plus futés d'entre vous auront compris que Magma a tenté de sauver Senku. Cependant, au péril de sa vie, ou peut-être pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un personnage comme Magma, lorsqu'il comprend que Senku se met potentiellement en danger, lui aussi, il va dire tout ça. ああ、そうだよ。俺はこの洞窟でてめえらを殺しに来た。広がりどもがでけえ面しやがって。何が科学だ。センク、てめえの元いた世界じゃ、広がりが筋肉牛耳ってたのかもしんねえがな。ここは石の世界だ。邪魔してんのはてめえの方だ。 À cet instant précis, il n'y a plus de science. Ils sont coincés au fond d'un trou face à un problème que la réflexion seule ne peut plus résoudre. Alors à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Ils commencent tout simplement à s'entraider. Chrome agit depuis le haut, Senku réfléchit comme il peut et Magma utilise sa force. Alors petit à petit, ils se rapprochent de la sortie. Mais au moment où ils y sont presque, un nouveau danger apparaît. Étant donné que l'eau est glacée, Senku, de constitution très fragile, commence à perdre ses forces. En gros, quelques minutes de plus, il ne s'en sortira pas vivant. Et c'est là que Magma agit une nouvelle fois. Il ne réfléchit pas et porte Senku pour le faire sortir en premier. Parce qu'à cet instant précis, il comprend une chose simple, Senku doit vivre. Et c'est là que cette phrase, dite par Senku quand ils étaient encore au fond de la grotte, prend tout son sens. なわきゃねえだろ。手分けしてただけだ。てめえみてえな筋肉雑頭も必須だ。なんも取り柄がねえやつだって、いつか何かの役に立つ。 Et vous l'aurez sûrement compris, ce que Senku vient de dire est super important pour répondre à notre problématique. Parce que cette scène vient de montrer une vérité simple. La science ne construit rien toute seule. Elle a besoin de mains pour porter, de corps pour agir et de gens prêts à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Chaque avancée repose sur cette logique-là. À chaque fois que le groupe fait face à un problème réel, ce n'est jamais juste Senku et son intelligence qui suffit. Par exemple, au début, quand la survie était menacée par des animaux sauvages, c'est Tsukasa qui a protégé le groupe. Plus tard, face à la nature brute, à l'exploration et à la chasse, Kohaku passe en première ligne. Pour porter, répéter plusieurs fois un geste et tenir physiquement là où personne d'autre ne le peut, Taiju devient indispensable. Et lorsqu'une idée doit quitter le papier pour devenir un objet réel, ce sont les artisans comme Kaseki qui transforment la science en quelque chose de concret. Mais comme vous le savez, une civilisation, elle tient pas seulement avec des muscles et des outils, elle tient aussi avec des mots. Et quand il faut convaincre, manipuler, apaiser ou retourner une situation sans violence, Gen devient essentiel. Et pour finir, quand il ne s'agit plus seulement de survivre, mais d'aller plus loin, de prendre des risques, d'ouvrir de nouvelles routes et de voir plus grand, d'autres personnalités comme Ryusui entrent en jeu, avec leur ambition, leur audace et leur capacité à entraîner les autres. Et c'est exactement là que Dr Stone fait passer son message le plus réaliste. La science ne fonctionne pas grâce à une élite, ni grâce à un seul génie. Elle avance parce que des personnalités différentes, parfois opposées et parfois incompatibles, acceptent de mettre leurs forces tous ensemble. Et c'est seulement quand toutes ces différences coexistent que quelque chose comme une civilisation peut réellement tenir debout. Depuis le début de cette vidéo, les gars, on a pu avancer vers la réponse ultime à notre question. Comment est-ce qu'on est réellement passé d'un monde primitif à celui dans lequel on vit? On a parlé de curiosité, d'échec, de persévérance et de coopération. Seulement, si vous avez bien suivi, il existe un autre élément crucial à la science dont on n'a pas encore parlé. Et pour que vous le trouviez vous-même, j'aimerais qu'on joue à un jeu. Regardez bien cet extrait. てめえらの村は全員ああなのか？怪力のゴリラは何人かいるけどな。身軽なゴリラは琥珀だけだ。だからゴリラじゃない！ Est-ce que vous avez remarqué ce qui ne va pas? En vrai, si vous n'avez pas trouvé, c'est normal. Celui-là, il est un peu dur. Alors regardez cette scène.
かよ溺れんなよ。あ、ドラクエモンハンは知らねえで桃太郎は知ってる？誰に聞いた？ Pour que vous compreniez, Momotaro, c'est une histoire transmise par des générations, dans un monde qui avait des livres, une culture écrite et une mémoire collective. Donc en gros dans notre monde actuel, et pas celui dans Dr Stone 3700 ans plus tard. Pareil pour la comparaison de Kohaku avec un gorille. Au Japon, ça n'existe tout simplement pas. Alors la question qu'on devrait tous se poser à ce moment-là, c'est comment est-ce que ces gens peuvent connaître des choses qui viennent d'un monde qu'ils n'ont jamais connu? Et si vous avez vu Dr Stone, vous l'aurez immédiatement compris, notamment grâce à cette scène. 私は悠久の遥か昔から知っていたのです。あなたの名前は石神千空。À partir de là, tout s'éclaircit. On apprend que lors de la pétrification, certains humains n'étaient pas sur Terre. En effet, il y avait des astronautes qui ont survécu à l'effondrement du monde. Et ces derniers sont revenus, ont fondé une famille, et parmi eux, il y avait d'ailleurs le père de Senku. Et donc, ce village dans lequel est né Chrome, Kohaku et tous les autres, ce sont leurs descendants, des générations entières qui ont vécu sans technologie, sans écriture, sans sciences modernes, mais pas sans mémoire. Parce que pour que certaines choses ne disparaissent pas, ils ont trouvé une solution simple mais incroyablement efficace. Raconter des histoires. Encore et encore, de génération en génération. Et c'est là qu'on comprend enfin ce qui manquait à tout ce qu'on avait déjà vu jusque-là. Ce qui permet réellement à l'humanité de passer d'un monde où il n'y avait presque rien, à un monde comme le nôtre, ce n'est pas la science, mais tout ce qui a permis son existence. Et avant tout, à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la transmission de toutes les connaissances. Mais maintenant, imaginez une seule chose. Imaginez que Senku, ses compagnons et tout ce qu'ils ont pu faire depuis le début disparaissent à nouveau. 敵が宙に割れないように。Lorsque cela est arrivé, une question est devenue inévitable. Si tout ce qu'on a vu jusque-là était vraiment essentiel, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus personne pour les porter? Alors là, pour le coup, on pourrait se dire que c'est vraiment fini, qu'il faudrait encore attendre des milliers d'années avant qu'une personne importante soit dépétrifiée. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas vraiment le cas. Car pour que vous compreniez très simplement, Senku et ses compagnons étaient en guerre contre un autre groupe. Et malheureusement, suite à cette guerre, beaucoup d'entre eux ont été gravement blessés, voire tués. Alors pour mettre fin à cette guerre, et par-dessus tout pouvoir se soigner, ils ont décidé d'utiliser Medusa, la technologie qui permet de pétrifier absolument tout le monde et de soigner n'importe quelle blessure. Seulement, juste avant la pétrification, une personne autre que Senku gravement blessée a été choisie pour se positionner sous une bouteille d'acide nitrique. Alors 2 ans plus tard, lorsque celle-ci s'est renversée sur cette dernière, Suika, c'est pas une scientifique ni une combattante. C'est une petite fille du village Ishigami, timide, discrète et presque invisible. あーてかスイカ俺の磁石勝手に持ってきやがったな。あ、砂鉄。スイカはね、お手伝いがしたいんだよ。 Une enfant qui voyait mal le monde jusqu'au jour où Senku lui a offert des lunettes. À partir de là, quelque chose avait changé. Elle a compris que la science pouvait améliorer la vie et durant toute l'histoire, elle n'a pas cessé de faire tout son possible pour aider, jusqu'à devenir indispensable pour certaines tâches. Parce que dans notre histoire, c'est elle qui observe, se faufile et qui espionne pour le royaume de la science. À chaque moment important, elle est là, toujours dévouée à Senku et à cette science qu'elle ne comprend pas toujours, mais en laquelle elle croit profondément. Et même quand ça semblait inutile sur le moment, elle a appris à lire et à suivre des notes. Mais malgré tout ça, Suika reste ce qu'elle est. Une enfant sans force, sans autorité, sans génie particulier. Et dans Dr Stone, elle a jamais été présentée comme quelqu'un d'essentiel. Alors personne n'aurait imaginé que quoi que ce soit puisse reposer un jour sur elle. Et pourtant, quand le monde se fige une seconde fois, elle va devenir la réponse de la problématique que l'on suit depuis le début. Lorsque Suika s'est réveillée, on peut se dire que le plus dur est passé, car désormais il ne lui reste plus qu'à trouver un élixir pour dépétrifier Senku. Et ainsi, tout pourra repartir. Seulement... スイカの浴びたやつが最後だったんだよ。ないんだよ。もう、復活液なんて。
どこにも。 Et c'est à ce moment-là que l'on se rappelle, encore une fois, que Suika n'est qu'un enfant totalement perdu dans la nature. 起きてよみんな。どうしたらいいんだよ。教えてよ、セン君。 Et alors qu'elle était en train de pleurer, elle s'est rappelée de l'histoire qu'on lui a tant racontée. Celle d'un jeune homme qui a vécu 3700 ans pétrifié, qui a compté chaque seconde passée et qui lors de son réveil a vécu 6 mois absolument seul dans la nature comme elle. 俺はこの地球上で今たった一人の人間だ。 Alors elle s'est ressaisie et a compris que la seule chose qu'elle devait faire, c'était de recréer cet élixir elle-même. Et c'est-à-dire la réponse à notre question. Car pour recréer l'élixir de dépétrification, elle va devoir se nourrir, s'habiller et se loger. Alors tout comme Senku, ensuite il faudra qu'elle rassemble tous les corps pétrifiés au même endroit. Et sans la force d'un homme comme Magma, ça va être compliqué. Alors pour compenser, elle va construire une charrette et réussira à les mettre tous au même endroit. Mais certains ont été cassés. Et alors encore une fois, grâce aux connaissances qu'elle a pu accumuler, elle va toutes les mettre en un seul morceau. Et c'est seulement après tout ça que la véritable mission va commencer. Celle de recréer l'élixir de dépétrification. Mais comment? Comment faire une telle chose quand on n'a pas les connaissances pour? 喋れなくったって、みんなに教えてもらって頑張れるんだよ。 Et grâce aux différentes méthodes que Senku écrit sur papier et au fait que Suika ait appris à lire sans même savoir que ce serait crucial pour elle plus tard, セン君をお手本に頑張るんだよ。 mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Des méthodes complexes, rapides et qui doivent que cette méthode, elle a un prix. Chaque tentative prend 1 an. Autrement dit, si elle se trompe, ce n'est pas juste un échec, c'est une année entière qui est perdue. Une année de solitude dans un monde figé, sans voix et sans certitude que ce qu'elle fait a le moindre sens. Mais elle collecte quand même, construit, attend, vérifie, et quand le moment arrive... Alors même espoir, même silence et encore une fois, l'échec. À ce stade-là, n'importe qui aurait abandonné. Parce qu'ici, l'erreur ne coûte pas du temps, elle coûte des années de vie. Et pourtant, Suika, elle a continué. Tout comme Senku, elle invente. Là où elle n'a pas la force de Magma, elle crée une charrette pour transporter ce qu'elle ne peut pas porter. Et quand il faut aller plus loin, c'est-à-dire quitter ce qu'elle maîtrise et prendre des nouveaux risques, elle fabrique un bateau. Exactement comme Ryushu l'aurait fait pour traverser la mer. Et c'est là que ce moment devient incroyable. Parce que Suika n'est pas en train de faire de la science au sens académique. Elle applique pas une formule, mais applique quelque chose de bien plus ancien. Essayer, échouer, attendre, recommencer. Exactement comme l'humanité l'a toujours fait. Juste. Et à cet instant précis, tout peut recommencer. Et à la fin, quand on regarde tout ce qu'on vient de voir, la réponse devient presque évidente. L'humanité n'est jamais passée d'un monde primitif à celui dans lequel on vit parce qu'elle était plus intelligente. Ni parce qu'elle avait de meilleures idées, mais parce que génération après génération, des humains ont appris. Essayer, échouer, recommencer et surtout transmis ce qu'ils avaient compris, même sans savoir à quoi ça servirait un jour. Dans Dr Stone, chaque personnage incarne une pièce de ce puzzle. Et Suika, au final, devient la preuve que tout ça n'était pas abstrait. Quand il ne reste plus de génie, plus de technologie, plus de certitude, ce qui sauve le monde n'est jamais un miracle. C'est quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui continue d'essayer même sans garantie de réussite.